Le brouillard matinal de novembre enveloppait les rues pavées de Lyon d'un voile mystérieux, transformant la ville en un tableau impressionniste aux contours flous. Alexandre Dubois, l'un des hommes les plus riches de France, marchait d'un pas déterminé dans le quartier de la Croix-Rousse, ses chaussures de cuir italien résonnant doucement contre les pierres humides. Personne ne pouvait deviner que sous cette apparence d'homme ordinaire, jambes délavées, veste en cuir usé, casquette de baseball, tirée sur le front, se cachait l'héritier d'un empire industriel valant plusieurs milliards d'euros. À 42 ans, Alexandre avait appris l'art du camouflage par nécessité. Fils unique de Philippe Dubois, le magnate de l'automobile qui avait révolutionné l'industrie française dans les années 80, il avait grandi dans un monde de privilèges dorés, mais aussi de menaces constantes. Les tentatives d'enlèvement, les fausses amitiés intéressées, les femmes attirées uniquement par sa fortune, tout cela l'avait poussé à développer cette double identité qui lui permettait de goûter, ne serait-ce que brièvement, à une vie normale. Ce matin-là, comme chaque mercredi depuis 3 mois, il se dirigeait vers le petit café chez Madeleine, un établissement modeste niché entre une boulangerie centenaire et un antiquaire aux vitrines poussiéreuses. Si vous appréciez cette histoire jusqu'à présent, n'hésitez pas à laisser un j'aime pour me motiver à continuer. Et dites-moi en commentaire, que pensez-vous du personnage d'Alexandre? Êtes-vous curieux de découvrir ce qu'il attend dans ce petit café? L'établissement ne payait pas de mine, avec sa façade écaillée et son enseigne délavée qui grinçait doucement dans la brise automnale. Pourtant, Alexandre s'y sentait plus chez lui que dans son penthouse du 16e arrondissement parisien ou dans sa villa sur la Côte d'Azur. Ici, il n'était qu'Alex, un consultant informatique indépendant qui travaillait de temps en temps sur des projets pour de petites entreprises locales. Une couverture simple mais efficace qu'il avait soigneusement construite au fil des années. La clochette de la porte d'entrée tinta joyeusement lorsqu'il poussa le battant de bois, libérant dans l'air frais du matin les arômes réconfortants de café fraîchement moulu et de viennoiserie chaude. L'intérieur du café était un concentré d'authenticité française, carrelage noir et blanc en damier, comptoir en zinc patiné par les années, tables en bois marquées par le temps et les conversations, banquettes de moleskine rouge délavée. Au mur, de vieilles affiches publicitaires des années 50 côtoyaient des photographies en noir et blanc de Lyon d'antan. Madeleine Rousseau, la propriétaire sexagénaire, levait les yeux de sa caisse enregistreuse antique et lui adressa son sourire habituel, chaleureux et maternel. « Bonjour Alex, votre table habituelle vous attend. » Elle désigna d'un geste la petite table près de la fenêtre, celle qui offrait une vue parfaite sur la rue animée, mais qui permettait aussi de garder un œil sur les allées et venues, une habitude de sécurité qu'Alexandre avait développée instinctivement au fil des années. Il salua la patronne d'un signe de tête amical et se dirigea vers sa place, notant au passage la présence des clients habituels. Henri, le retraité qui lisait religieusement Le Progrès en buvant son café serré, Madame Leblanc et ses amis qui papotaient en dégustant leurs croissants. Et dans le coin près du radiateur, le jeune étudiant en médecine qui révisait ses cours en sirotant un chocolat chaud. Mais ce matin-là, quelque chose était différent. Une nouvelle serveuse officiait derrière le comptoir, une jeune femme qu'Alexandre n'avait jamais vue auparavant. Grande et élancée, elle devait avoir une vingtaine d'années, peut-être 25. Ses longs cheveux châtains étaient noués en un chignon désordonné, d'où s'échappaient quelques mèches rebelles qui encadraient délicatement son visage. Elle portait l'uniforme habituel du café, jupe noire, chemisier blanc, petit tablier à carreaux, mais sur elle, ses vêtements simples prenaient une élégance naturelle et discrète. Ce qui frappa le plus Alexandre, cependant, ce furent ses yeux. D'un vert profond, presque émeraude, il semblait apporter une gravité inhabituelle pour son âge, comme si elle avait vécu plus d'expérience que ne le laissait supposer son apparence juvénile. Elle s'approcha de sa table avec une grâce naturelle, un carnet à la main et un sourire poli, mais légèrement distant aux lèvres. « Bonjour, monsieur. Que puis-je vous servir ce matin ?» Sa voix était douce, mélodieuse, avec un léger accent qu'Alexandre ne parvenait pas à identifier immédiatement. Pas tout à fait lyonnais, peut-être du sud-ouest. Il commanda son habituel café allongé accompagné d'un croissant, mais quelque chose dans le regard de la jeune femme l'intriguait. Elle semblait l'observer avec une attention particulière, comme si elle cherchait à déchiffrer quelque chose en lui. Lorsqu'elle repartit vers le comptoir, Alexandre ne put s'empêcher de la suivre des yeux.
Il y avait chez elle une aura de mystère qui contrastait avec l'atmosphère familière du café. Madeleine, qui avait remarqué son regard, s'approcha de sa table avec la familiarité que permettaient 3 mois de clientèle régulière. « C'est Camille, ma nouvelle employée », expliqua-t-elle à voix basse en s'essuyant les mains sur son tablier. « Elle a commencé hier. Une fille charmante, très polie, mais elle ne parle pas beaucoup de son passé. Elle cherchait du travail, j'avais besoin d'aide. C'était parfait. » Madeleine haussa les épaules avec cette philosophie pragmatique que lui avait donné 40 ans de commerce. Dans ce métier, on apprend à ne pas poser trop de questions. L'important, c'est qu'elle travaille bien, et ça, je peux déjà vous dire que c'est le cas. Alexandre hocha la tête, feignant une indifférence qu'il était loin de ressentir. En réalité, sa curiosité était piquée au vif. Habitué à analyser les gens, à décrypter leurs motivations et leurs intentions, une compétence vitale dans son monde d'affaires impitoyable, il sentait que cette Camille cachait quelque chose. Mais quoi? Et surtout, pourquoi cela l'intriguait-il autant? Camille revint avec son café, posant la tasse et la soucoupe avec des gestes précis et économes. Ses mains, remarqua Alexandre, étaient fines, mais portèrent de petites cicatrices, comme celles de quelqu'un qui avait l'habitude des travaux. Un manuel, pas le genre de main qu'on s'attend à voir chez une simple serveuse débutante. « Votre croissant arrive dans quelques minutes », dit-elle simplement, mais au moment de repartir, elle hésita. Leurs regards se croisèrent une fraction de seconde, et Alexandre eut la sensation troublante qu'elle était sur le point de dire quelque chose d'important. Finalement, elle se contenta d'un « bon appétit, monsieur » conventionnel et retourna à ses occupations. Alexandre sirotait son café en observant discrètement l'activité du café. Camille évoluait entre les tables, avec une efficacité remarquable pour quelqu'un qui prétendait débuter dans le métier. Elle semblait connaître instinctivement les habitudes des clients réguliers, anticipait leurs besoins, évitait les obstacles avec une aisance qui trahissait une expérience certaine dans la restauration. Pourtant, quelque chose dans sa façon de se tenir, dans sa manière de parler, suggérait une éducation soignée, peut-être même bourgeoise. Le croissant arriva, doré à point et encore tiède. Alexandre le dégusta lentement, savourant ce moment de tranquillité avant de retourner à sa véritable vie, celle où l'attendait une réunion avec les actionnaires japonais à 10 heures, un déjeuner avec le ministre de l'économie et une conférence téléphonique urgente avec les dirigeants de la filiale américaine. Mais pour l'instant, il n'était qu'Alex, un homme ordinaire qui prenait son petit déjeuner dans un café de quartier. Vers 9 heures, l'affluence matinale commençait à diminuer. Les employés de bureau avaient regagné leur poste, les étudiants leurs cours, ne laissant que quelques retraités et travailleurs indépendants pour maintenir une ambiance feutrée dans l'établissement. Alexandre consultait ses mails sur son smartphone, discrètement pour ne pas rompre le charme de son anonymat, quand Camille s'approcha à nouveau de sa table. Cette fois, elle semblait plus déterminée, comme si elle avait pris une décision importante. « Excusez-moi, monsieur », dit-elle à voix basse, jetant un coup d'œil prudent vers le comptoir où Madeleine était occupée à nettoyer la machine à café. « Je peux vous poser une question ?» Alexandre leva les yeux de son téléphone, surpris par cette initiative. « Bien sûr, je vous écoute. » Camille hésita encore un instant, puis se pencha légèrement vers lui, baissant encore la voix. « Vous ne seriez pas Alexandre Dubois ?» La question le frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Son sang se glaça instantanément, et il dut faire appel à toute sa maîtrise pour ne pas laisser transparaître sa surprise. Comment diable cette fille avait-elle percé son déguisement? En 42 ans d'existence et 15 ans de jeu de cache-cache avec les médias et les chasseurs de fortune, personne n'avait jamais réussi à l'identifier quand il était en mode Alexandre ordinaire. Il la regarda intensément, cherchant dans ses yeux verts un indice sur ses intentions. Était-elle une journaliste? Une paparazzi? Une femme à la recherche d'un mari riche? Ou pire, était-elle liée à ses concurrents, voire à des individus mal intentionnés? « Je ne vois pas de quoi vous parlez », répondit-il calmement, avec juste ce qu'il fallait de perplexité dans la voix. Mais Camille ne fut pas dupe. Elle glissa discrètement un bout de papier plié sous sa soucoupe et murmura « Lisez ceci quand vous serez seul. C'est important, plus important que vous ne pouvez l'imaginer. » Puis elle s'éloigna rapidement, reprenant ses activités comme si de rien n'était. Alexandre resta figé quelques secondes, le cœur battant à tout rompre. Sa main tremblait légèrement lorsqu'il saisit sa tasse de café pour se donner une contenance. Sous la soucoupe, le petit papier semblait brûler comme un morceau de charbon ardent,
il résista à l'envie de le dépiler immédiatement, sachant que Madeleine et les autres clients pourraient le voir. Il termina son café avec des gestes mesurés, paya son addition normalement, échangea quelques plaisanteries avec Madeleine sur la météo et sortit du café en feignant la décontraction la plus totale. Une fois dans la rue, il se dirigea vers un petit square tranquille à quelques centaines de mètres du café. Ses jambes le portaient mécaniquement, mais son esprit était en ébullition. Comment cette inconnue avait-elle réussi là où des détectives privés professionnels avaient échoué? Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier? Et surtout, que contenait ce mystérieux message? Il s'assit sur un banc isolé, sous un platane aux feuilles jaunissantes, et déplia enfin le papier d'une main qu'il s'efforçait de maintenir ferme. L'écriture était fine, précise, presque calligraphique. « Monsieur Dubois, je sais qui vous êtes et je sais pourquoi vous vous cachez. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que vous êtes en grand danger. Votre père n'est pas mort d'un accident. Il a été assassiné et vous êtes le prochain sur la liste. Si vous voulez savoir la vérité et sauver votre vie, retrouvez-moi ce soir à 21h au parc de la Tête d'Or, près du lac. Venez seul, je vous expliquerai tout. Camille Moreau, PS. Ne sous-estimez pas cette menace. J'ai des preuves. » Alexandre relut le message 3 fois, incrédule. Philippe Dubois était mort 6 mois plus tôt dans un accident de voiture sur l'autoroute A6, entre Lyon et Paris. Sa Bentley avait quitté la chaussée par temps de pluie et s'était écrasée contre un arbre. L'enquête de police avait conclu à un accident dû à l'aquaplaning et à la vitesse excessive. Certes, Philippe conduisait vite, c'était connu de tous, et les conditions météorologiques étaient effectivement difficiles ce soir-là. Alexandre avait eu du mal à accepter cette mort brutale, mais l'idée d'un meurtre ne lui avait jamais effleuré l'esprit. Son père avait 68 ans. Il commençait à parler de retraite. Il n'avait pas d'ennemis déclarés. Du moins, c'est ce qu'Alexandre avait toujours cru, mais à présent les mots de Camille résonnaient dans sa tête comme un glas sinistre. Et si elle disait vrai? Et si son père avait effectivement été assassiné? Et s'il lui-même était vraiment en danger? Il froissa le papier nerveusement, puis se ravisa et le glissa dans sa poche. Il devait réfléchir, peser le pour et le contre. Cette Camille pouvait être n'importe qui. Une mythomane, une escroc, une journaliste en quête de scoop, ou même une complice de ceux qui auraient soi-disant tué son père. Mais elle pouvait aussi dire la vérité. Et dans ce cas, il ne pouvait pas se permettre d'ignorer son avertissement. Alexandre Dubois n'était pas arrivé à la tête d'un empire industriel en négligeant les risques potentiels, même les plus improbables. Son téléphone vibra, le ramenant brutalement à la réalité. Un SMS de son assistant personnel. « Monsieur Dubois, les Japonais sont arrivés. Ils vous attendent en salle de conférence. » Il consulta sa montre. 9h45. Il devait être au siège social de Dubois Industries dans un quart d'heure pour la réunion la plus importante du trimestre. Mais comment se concentrer sur des chiffres de production et des projections de marché quand sa vie venait d'être bouleversée par un simple bout de papier? Il héla un taxi et donna l'adresse de son bureau avenue de la République. Pendant le trajet, il essaya de remettre de l'ordre dans ses pensées. Il connaissait les règles du jeu dans le monde des affaires. La paranoïa était souvent justifiée, les complots existaient vraiment, et les enjeux financiers pouvaient pousser certaines personnes à commettre les pires actes. L'empire Dubois Industries valait 15 milliards d'euros, contrôlait directement ou indirectement plus de 200 000 emplois en Europe et était impliqué dans des secteurs stratégiques comme l'automobile, l'aéronautique et les énergies renouvelables. Oui, il y avait certainement des gens qui avaient intérêt à la disparition de la famille Dubois. Le taxi s'arrêta devant la tour de verre et d'acier qui abritait le siège social de l'entreprise familiale. Alexandre régla la course et pénétra dans le hall d'accueil au design ultramoderne. L'hôtesse d'accueil, une jeune femme élégante au sourire professionnel, le salua avec la déférence habituelle. « Bonjour, monsieur Dubois. Vos invités vous attendent au 32e étage. » L'ascenseur monta silencieusement vers les hauteurs, et Alexandre profita de ces quelques secondes pour endosser mentalement son costume de PDG milliardaire. Fini Alex, le consultant en informatique, place à Alexandre Dubois, l'homme d'affaires redoutable qui dirigeait d'une main de fer un des plus grands groupes industriels français. La réunion avec les Japonais se déroula comme prévu, dans un ballet bien orchestré de présentations PowerPoint, de négociations serrées et de courtoisie diplomatique. Alexandre joua son rôle à la perfection,
discutant avec aisance des détails techniques de la nouvelle gamme de véhicules électriques, des enjeux de la collaboration franco-japonaise et des perspectives d'expansion en Asie du Sud-Est. Mais une partie de son esprit restait obsédée par le message de Camille. Qui était-elle vraiment? Comment avait-elle obtenu ces informations? Et surtout, que savait-elle exactement sur la mort de son père? À midi, après avoir scellé un accord de partenariat de 2 milliards d'euros avec ses homologues nippons, Alexandre s'enferma dans son bureau directorial au 35e étage. La pièce était un condensé de luxe discret et d'efficacité moderne. Mobilier de designer italien, œuvres d'art contemporain, vue panoramique sur Lyon et les Alpes au loin. Mais aujourd'hui, même cette splendeur ne parvenait pas à apaiser son trouble intérieur. Il demanda à sa secrétaire de ne pas le déranger pendant 1 heure et ouvrit son ordinateur personnel, celui qu'il utilisait pour ses recherches les plus confidentielles. Si cette Camille Moreau existait vraiment, il allait la trouver. Alexandre avait à sa disposition des moyens d'investigation que n'avait pas le commun des mortels. Détectives privés, experts en sécurité informatique, contacts dans la police et les services de renseignement. Il commença par une recherche simple sur Google, Camille Moreau Lyon. Des dizaines de résultats apparurent, mais aucun ne correspondait à la jeune femme qu'il avait rencontrée ce matin. Il affina sa recherche, utilisa les réseaux sociaux, les bases de données publiques, même les annuaires téléphoniques. Rien. Camille Moreau semblait ne pas exister officiellement, du moins pas sous cette identité, ce qui paradoxalement renforçait la crédibilité de son message. Une vraie professionnelle du renseignement ou une criminelle expérimentée saurait effectivement brouiller les pistes de cette manière. Il décrocha son téléphone sécurisé et composa le numéro de Marcus Weber, le directeur de la sécurité du groupe Dubois Industries. Marcus était un ancien du GIGN, un homme de confiance qui travaillait pour la famille depuis 15 ans. Si quelqu'un pouvait l'aider à démêler cette affaire, c'était bien lui. « Marcus, c'est Alexandre. J'ai besoin de te voir immédiatement, dans mon bureau, et viens avec le dossier complet sur l'accident de mon père. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil. « Monsieur Dubois, nous avons déjà épluché ce dossier sous tous les angles. Il n'y a rien de suspect, vous le savez bien. Je sais ce que je t'ai dit à l'époque, mais aujourd'hui j'ai peut-être de nouvelles informations. Viens, s'il te plaît. » Marcus arriva 20 minutes plus tard, portant une mallette en cuir noir qu'Alexandre connaissait bien. Elle contenait les rapports de police, les témoignages, les expertises techniques, les photos de l'accident, tout ce qui avait été rassemblé dans les semaines suivant la mort de Philippe Dubois. Un dossier qu'Alexandre avait consulté des dizaines de fois, cherchant désespérément une explication, un coupable, quelque chose qui donnerait un sens à cette mort absurde. Marcus était un homme de 50 ans, au physique athlétique malgré ses cheveux grisonnants et sa tendance récente à l'embonpoint. Ancien militaire, il avait gardé de sa formation une posture droite et un regard toujours en alerte. Il s'assit face au bureau directorial et ouvrit sa mallette avec les gestes précis de « quelqu'un qui connaît son travail ». « Alors qu'est-ce qui vous fait rouvrir ce dossier, patron ?» Alexandre lui raconta sa matinée au café, la mystérieuse Camille, le message troublant. Il omit volontairement de mentionner le fait qu'elle avait percé son déguisement. C'était un détail qu'il préférait garder pour lui, du moins pour l'instant. Marcus l'écouta sans l'interrompre, prenant quelques notes dans un carnet. Quand Alexandre eut terminé, le chef de la sécurité resta silencieux quelques instants réfléchissant. « C'est effectivement troublant », finit-il par dire. « Cette femme semble en savoir beaucoup sur vous et votre famille. Mais cela pourrait aussi être une manipulation. Des gens mal intentionnés qui cherchent à vous déstabiliser pour des raisons que nous ignorons encore. » « C'est possible, » admit Alexandre. « Mais suppose qu'elle dise la vérité. Suppose que mon père ait vraiment été assassiné. » Marcus ouvrit le dossier et étala les documents sur le bureau. « Regardons encore, une fois les faits. Le 15 mai dernier, votre père quitte son bureau vers 18h30 pour rentrer à Paris. Il pleut, la visibilité est mauvaise. Vers 21h15, sa Bentley quitte la chaussée au niveau de Mâcon et percute un chêne centenaire. Il meurt sur le coup. Les gendarmes arrivent sur les lieux à 21h45, alertés par un automobiliste qui avait aperçu les feux de détresse. L'enquête révèle que votre père roulait à environ 148 km/h sur une portion limitée à 110, que sa voiture a fait un aquaplaning sur une flaque d'eau importante et qu'il n'a pas réussi à reprendre le contrôle du véhicule. Marcus tourna une page et montra une série de photographies techniques.
L'expertise mécanique n'a révélé aucun dysfonctionnement. Les freins fonctionnaient parfaitement. La direction aussi, les pneus étaient en bon état. L'analyse toxicologique a montré un taux d'alcoolémie de 0,3 g par litre, largement en dessous de la limite légale, mais suffisant pour expliquer une baisse des réflexes. Enfin, l'autopsie n'a révélé aucune trace de violence antérieure à l'accident. Alexandre étudia une nouvelle fois les documents, cherchant un détail qui lui aurait échappé. Les photos de l'accident étaient difficiles à regarder. La Bentley noire de son père, complètement détruite, méconnaissable. L'arbre qui avait interrompu sa course, fendu sur plusieurs mètres. La chaussée mouillée, les traces de freinage. Tout semblait effectivement cohérent avec la thèse de l'accident. Marcus, dis-moi franchement, as-tu déjà eu des doutes sur les circonstances de cette mort? Le chef de la sécurité hésita. Écoutez, patron, dans mon métier, on apprend à se méfier de tout. Et c'est vrai que certains détails m'ont interpellé. D'abord, votre père était un excellent conducteur, très prudent malgré son goût pour la vitesse. Ensuite, il connaissait parfaitement ces routes qu'il empruntait au moins 2 fois par semaine depuis 20 ans. Enfin, il y a eu cet appel téléphonique. Quel appel téléphonique? Alexandre fronça les sourcils. Cette information était nouvelle pour lui. Marcus fouilla dans les documents et sortit une feuille qu'Alexandre n'avait jamais vue. J'ai eu accès au relevé téléphonique complet, seulement la semaine dernière. Votre père a reçu un appel à 20h47, donc à peine une demi-heure avant l'accident. L'appel a duré 3 minutes et venait d'un numéro masqué. Malheureusement impossible de savoir qui était au bout du fil ni ce qui s'est dit. Cette révélation frappa Alexandre comme un coup de massue. Un appel mystérieux une demi-heure avant l'accident. Comment cette information cruciale avait-elle pu lui échapper? Pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé? Parce que cela ne prouve rien en soi, répondit Marcus. Votre père recevait des dizaines d'appels par jour, souvent de numéros masqués. Cela pouvait être n'importe qui. Un client, un fournisseur, un journaliste, même sa maîtresse. Alexandre tressaillit. Il savait que son père avait eu quelques aventures extra-conjugales au cours de sa vie, mais sa mère était morte 10 ans plus tôt, et Philippe s'était montré très discret sur sa vie privée depuis lors. Il avait une maîtresse? Je ne sais pas avec certitude, mais un homme de son âge, de sa position sociale, de sa richesse, il aurait été étonnant qu'il vive complètement seul. J'ai mené quelques investigations discrètes, mais je n'ai rien trouvé de concret. S'il y avait quelqu'un, elle était très discrète. Marcus referma le dossier et regarda Alexandre droit dans les yeux. « Patron, je vais être franc avec vous. Cet appel mystérieux m'a effectivement fait douter. Pas assez pour rouvrir officiellement l'enquête, mais assez pour rester vigilant. Et si cette Camille a vraiment des preuves d'un meurtre, alors nous devons l'écouter. » Alexandre se leva et marcha vers la baie vitrée qui offrait une vue imprenable sur Lyon. Au loin, les Alpes se dessinaient dans la brume de l'après-midi, majestueuses et éternelles. Il pensa à son père, à leur dernière conversation téléphonique 3 jours avant l'accident. Philippe semblait préoccupé, il avait mentionné des problèmes compliqués qu'il devait régler, mais Alexandre avait cru qu'il s'agissait de questions commerciales habituelles. Avec le recul, peut-être y avait-il eu autre chose. « Marcus, je vais rencontrer cette femme ce soir. Je veux savoir ce qu'elle sait vraiment. C'est trop dangereux, patron. Si elle dit vrai à propos d'un complot, alors ce rendez-vous pourrait être un piège. Et si elle ment, c'est encore pire. Cela pourrait être une tentative d'enlèvement ou d'extorsion. Je ne peux pas passer à côté d'une information qui pourrait révéler la vérité sur la mort de mon père. Mais tu as raison, je ne vais pas y aller sans précaution. » Il se tourna vers Marcus. « Voici ce que nous allons faire. Tu placeras tes hommes en surveillance autour du parc de la Tête d'Or. Ils resteront cachés, mais prêts à intervenir au moindre signal de ma part. J'aurai un micro-émetteur sur moi. Vous pourrez tout entendre en temps réel. » Marcus hocha la tête, approuvant cette approche prudente. « Combien d'hommes voulez-vous? 4 devraient suffire. Des discrets, des professionnels. Je ne veux pas que cette femme se sente piégée et refuse de parler. » « Très bien. Et au niveau vestimentaire, vous comptez y aller en Alexandre Dubois ou en Alex, le consultant? » C'était une excellente question. Si Camille avait percé son identité secrète, il était inutile de continuer la comédie. Mais d'un autre côté, rencontrer une inconnue en costume 3 pièces Armani et chaussures italiennes à 1000 € aurait quelque chose d'incongru dans un parc public. « Je reste Alex, » décida-t-il. « Si elle sait qui je suis vraiment, elle comprendra. Et si c'est un piège, autant ne pas avoir l'air trop voyant. »
L'après-midi passa avec une lenteur insupportable. Alexandre enchaîna machinalement les rendez-vous prévus, pointe hebdomadaire avec les directeurs commerciaux, validation du budget marketing pour le premier trimestre, conférence téléphonique avec les responsables de la filiale brésilienne. Mais son esprit était ailleurs, obsédé par les questions qui se bousculaient dans sa tête. Qui était vraiment Camille Moreau? Comment avait-elle obtenu ces informations? Et surtout, quelles étaient ces fameuses preuves qu'elle prétendait détenir? Vers 17 heures, n'y tenant plus, il quitta son bureau en prétextant un malaise et rentra dans son appartement du quartier de Bellecour. L'endroit était une merveille de décoration contemporaine, loft de 300 mètres carrés dans un immeuble du XVIIIe siècle rénové, meubles de designer, collection d'art moderne et vue spectaculaire sur la Saône. Mais ce soir, tout ce luxe lui semblait dérisoire face à l'angoisse qui l'étreignait. Il prit une douche brûlante, espérant que l'eau chaude l'aiderait à se détendre, puis enfila sa panoplie d'homme ordinaire, jeans, pull en laine, blouson de cuir, basket. Dans le miroir de sa salle de bain, Alex le regardait, celui que personne ne reconnaissait jamais. Il avait perfectionné cette transformation au fil des années. Posture légèrement voûtée, démarche moins assurée, expression moins autoritaire. Une métamorphose qui lui permettait de disparaître dans la foule, de redevenir anonyme. À 20h30, il quitta son appartement et prit le métro jusqu'au parc de la Tête d'Or. Un choix délibéré. Prendre sa Porsche ou même un taxi aurait été trop risqué. Dans le métro, entouré d'ouvriers qui rentraient chez eux, d'étudiants qui se rendaient à leurs cours du soir, de familles qui revenaient de leurs achats, Alexandre se sentait paradoxalement plus en sécurité que dans son bureau blindé du 35e étage. Ici, il n'était personne. Juste un homme parmi d'autres. Le parc de la Tête d'Or était plongé dans l'obscurité automnale quand il franchit les grilles principales. Malgré l'heure tardive, quelques joggeurs couraient encore sur les allées principales, leurs lampes frontales traçant des sillons lumineux dans la nuit. Alexandre connaissait bien cet endroit. Enfant, son père l'y emmenait nourrir les canards du lac, et adolescent, il y venait réviser ses cours de philosophie sur les bancs isolés. Ce soir, ses souvenirs heureux étaient ternis par l'appréhension et l'incertitude. Il se dirigea vers le lac, comme convenu dans le message de Camille. L'endroit était parfait pour un rendez-vous discret, suffisamment isolé pour éviter les oreilles indiscrètes, mais assez ouvert pour voir venir les dangers potentiels. Alexandre s'installa sur un banc face à l'étendue d'eau sombre où se reflétaient les lumières de la ville. Dans son oreillette presque invisible, il entendait la voix rassurante de Marcus. « Nous sommes en position, patron, tout semble normal pour l'instant. » 21h sonnèrent au clocher d'une église voisine. Alexandre scruta les alentours, cherchant une silhouette féminine, mais ne vit que des ombres mouvantes et des reflets trompeurs. L'attente était insupportable. Et si Camille ne venait pas? Et si tout cela n'était qu'une plaisanterie de mauvais goût? Ou pire, et si c'était effectivement un piège et qu'elle ne se montrerait que lorsque ses complices seraient en position? 10 minutes s'écoulèrent, puis 15. Alexandre commençait à se dire qu'il avait fait le déplacement pour rien quand une voix douce s'éleva derrière lui. « Monsieur Dubois, ou préférez-vous que je vous appelle Alex ?» Il se retourna d'un bond. Camille se tenait là, à 3 mètres de lui, habillée d'un long manteau noir qui la faisait paraître encore plus élancée que ce matin. Dans la pénombre, ses yeux verts semblaient phosphorescents et son visage exprimait un mélange de détermination et d'appréhension. « Comment êtes-vous arrivé sans que je vous voie ?» demanda-t-il, troublé. Elle esquissa un sourire énigmatique. « J'ai l'habitude de me déplacer discrètement. C'est une question de survie. » Elle s'approcha lentement et s'assit à l'autre extrémité du banc, maintenant une distance respectueuse entre eux. « Merci d'être venu, je n'étais pas sûr que vous le feriez. Vous m'avez dit que mon père avait été assassiné. C'est le genre d'accusation qu'on ne peut pas ignorer, même venant d'une inconnue. » Camille hocha la tête gravement. « Je comprends votre scepticisme. À votre place, je réagirais probablement de la même façon. Mais ce que j'ai à vous dire va bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur votre famille et votre entreprise. » Elle ouvrit son sac à main et en sortit une grande enveloppe Kraft. « Avant de commencer, je dois vous poser une question importante. Êtes-vous prêt à entendre la vérité, même si elle est douloureuse, même si elle remet en question tout ce en quoi vous avez toujours cru ?» Alexandre la regarda intensément, cherchant dans ses yeux un signe de folie ou de manipulation. Mais il n'y trouva qu'une sincérité troublante et une tristesse profonde. « Je suis prêt, dit-il simplement. » Camille ouvrit l'enveloppe
et en sortit plusieurs documents qu'elle étala entre eux sur le banc. Dans la faible lumière d'un réverbère proche, Alexandre distingua des photographies, des copies de mails, ce qui ressemblait à des extraits de comptes bancaires. « Mon vrai nom n'est pas Camille Moreau », commença-t-elle. « Je m'appelle Camille Bertrand, et j'étais journaliste d'investigation pour Le Monde. J'étais parce qu'officiellement je suis morte il y a 8 mois dans un accident de voiture en Normandie. » Alexandre sentit son sang se glacer. « Quoi ? Un accident arrangé, tout comme celui de votre père. Mais j'ai eu plus de chance que lui, ou plus de paranoïa. J'ai senti le danger arriver et j'ai pris mes précautions. » Elle désigna la première photographie. « Depuis 2 ans, j'enquêtais sur un réseau de corruption qui implique certaines des plus grandes entreprises françaises. Des contrats publics truqués, des pots de vin versés à des ministres, de l'évasion fiscale à grande échelle. Votre père était au cœur de ce système, monsieur Dubois. Pas par cupidité, mais parce qu'il avait découvert le réseau et qu'il s'apprêtait à tout révéler. » Alexandre examina la photographie. On y voyait son père en compagnie de plusieurs hommes qu'il reconnut. Jean-Baptiste Moreau, le PDG de Technofrance, Michel Delacroix, l'ancien ministre de l'Industrie, et David Chen, le dirigeant du consortium sino-français Metal Group. Cette photo a été prise le 10 mai dernier, précisa Camille, 5 jours avant la mort de votre père. C'était leur dernière tentative pour le convaincre de se taire. Votre père avait découvert que certains contrats de Dubois Industries avaient été obtenus grâce à des dessous de table qu'il n'avait jamais autorisés. Des membres de son conseil d'administration agissait dans son dos, utilisant le nom et la réputation de l'entreprise pour leur combine personnelle. Elle sortit une autre série de documents. Voici les preuves que votre père avait rassemblées. Des virements suspects, des factures fictives, des contrats truqués. Il était prêt à tout remettre à la justice. C'est pour cela qu'ils l'ont tué. Alexandre parcourut les documents, incrédule. Les sommes en jeu étaient colossales. Plusieurs centaines de millions d'euros détournés sur une période de 5 ans. Et effectivement, la signature de certains contrats semblait avoir été imitée ou falsifiée. « Comment avez-vous obtenu tout cela ?» demanda-t-il. « Votre père me les avait remis 1 semaine avant sa mort. Nous devions nous rencontrer le 16 mai pour finaliser notre stratégie de révélation. Mais quand j'ai appris sa mort, j'ai compris que j'étais également en danger. J'ai mis en scène ma propre mort, et je me suis caché depuis lors. » Elle le regarda droit dans les yeux. « Monsieur Dubois, vous devez comprendre que ce réseau de corruption va bien au-delà de votre entreprise. Il implique des ministres, des juges, des dirigeants de multinationales. Votre père était un obstacle à leurs activités, alors ils l'ont éliminé. Et maintenant qu'il est mort, ils comptent sur vous pour fermer les yeux et laisser faire. Mais pourquoi? Pourquoi ne pas simplement m'impliquer dans leur magouille? Parce qu'ils vous connaissent. Alexandre, ils savent que vous êtes intègre comme votre père. Ils savent que si vous découvriez la vérité, vous réagiriez exactement comme lui. C'est pour cela qu'ils préfèrent vous éliminer plutôt que de prendre le risque. » Dans son oreillette, Alexandre entendait Marcus qui chuchotait « Patron, nous avons repéré 2 individus suspects qui se rapprochent de votre position. Ils viennent de l'Est et du Nord. Vous devriez partir. » Mais Alexandre était fasciné par les révélations de Camille. Qui sont-ils exactement? Qui dirige ce réseau? Le cerveau de l'opération s'appelle Viktor Kozlov, un oligarque russe qui a des intérêts dans de nombreuses entreprises européennes. Il agit à travers plusieurs hommes de paille, dont Jean-Baptiste Moreau que vous avez vu sur la photo. Kozlov a besoin de sociétés françaises respectables pour blanchir son argent et obtenir des contrats publics. Dubois Industries était parfaite pour ses besoins, avec sa réputation irréprochable et ses connexions politiques. Camille rassembla rapidement les documents. « Mais nous ne pouvons pas rester ici plus longtemps. Mes informateurs m'ont prévenu qu'ils vous surveillent étroitement depuis la mort de votre père. Ils savent que vous pourriez découvrir la vérité. »« Attendez, dit Alexandre en se levant. Si tout ce que vous me dites est vrai, comment puis-je vous faire confiance? Comment savoir que vous n'êtes pas vous-même impliqué dans cette histoire ?» Camille lui tendit une clé USB. « Tout est là-dedans. Les preuves que votre père avait rassemblées. Plus ce que j'ai découvert de mon côté. Analysez tout cela avec vos experts. Vérifiez chaque document, chaque transaction. Vous verrez que je dis la vérité. » Elle se leva à son tour et regarda nerveusement autour d'elle. « Mais soyez prudent, Alexandre. Ces gens ont déjà tué pour protéger leurs secrets. Ils n'hésiteront pas à recommencer. Comment puis-je vous recontacter? Vous ne pouvez pas, c'est moi qui vous recontacterai. Quand j'estimerai que c'est sûr. En attendant, faites confiance à vos instincts et ne vous fiez à personne dans votre entourage professionnel.
Même ceux en qui vous avez le plus confiance peuvent être compromis. Dans son oreillette, la voix de Marcus se fit plus pressante. « Patron, il se rapproche. Vous devez partir maintenant. » Alexandre fit signe à Camille qu'il devait y aller. « Une dernière question. Pourquoi m'aidez-vous? Qu'est-ce que vous y gagnez ?» Elle s'arrêta et le regarda avec une expression de profonde tristesse. « Parce que votre père était un homme bien, Alexandre, et parce que la vérité mérite d'être révélée, même si cela nous coûte la vie. » Ils se séparèrent rapidement, partant dans des directions opposées. Alexandre suivit les instructions de Marcus et se dirigea vers la sortie sud du parc, marchant d'un pas rapide, mais sans courir pour ne pas attirer l'attention. Dans son oreillette, il entendait son chef de la sécurité coordonner la surveillance. Équipe Alpha, accompagnez discrètement Monsieur Dubois jusqu'à la station de métro. Équipe Bravo, suivez la femme à distance, on veut savoir où elle va. Le trajet de retour vers son appartement lui parut interminable. Dans le métro, il serrait la clé USB dans sa poche comme un talisman, conscient qu'elle contenait peut-être les clés d'un mystère qui avait coûté la vie à son père. Les révélations de Camille résonnaient dans sa tête comme des coups de tonnerre. Un réseau de corruption impliquant Dubois Industries, des membres de son conseil d'administration qui agissaient dans son dos. Son père assassiné pour avoir voulu révéler la vérité. Tout cela lui semblait si invraisemblable, et pourtant les documents qu'il avait vus paraissaient authentiques. De retour chez lui, il s'enferma dans son bureau personnel et inséra la clé USB dans son ordinateur sécurisé. Des centaines de fichiers s'affichèrent. Documents comptables, correspondances e-mail, enregistrements audio, photographies. Il commença à parcourir le contenu et très rapidement l'ampleur du scandale lui apparut dans toute son horreur. Des contrats de plusieurs milliards d'euros obtenus grâce à des pots de vin versés à des responsables gouvernementaux, des factures gonflées artificiellement pour dissimuler des commissions occultes, des sociétés écrans créées dans des paradis fiscaux pour blanchir l'argent sale. Et au cœur de tout cela, effectivement, le nom de Dubois Industries apparaissait régulièrement. Mais ce qui troublait le plus Alexandre, c'était de découvrir l'implication de personnes en qui il avait toujours eu confiance. Jean-Pierre Martineau, son directeur financier depuis 15 ans, avait signé plusieurs contrats suspects. Claude Verneuil, membre du conseil d'administration et ami de la famille depuis des décennies, apparaissait sur plusieurs photographies compromettantes. Même sa propre signature avait été imitée sur certains documents, à tel point qu'il eut du mal à identifier les faux. Vers minuit, épuisé par cette lecture accablante, Alexandre s'arrêta et appela Marcus sur sa ligne sécurisée. « Alors, vous avez suivi la femme ?» Mes hommes l'ont suivie jusqu'à un petit hôtel près de la gare de Lyon-Pardieu. Elle y a pris une chambre sous le nom de Marie Durand, mais je pense qu'elle ne va pas y rester longtemps. Cette femme sait manifestement comment échapper à une surveillance. Et les deux hommes suspects? Ils ont disparu dans la nature quand ils ont compris qu'ils avaient été repérés. Des professionnels, sans aucun doute. Alexandre résuma à Marcus ce qu'il avait découvert sur la clé USB. Son chef de la sécurité l'écouta en silence, manifestement secoué par l'ampleur des révélations. « Patron, si tout cela était vrai, alors vous êtes effectivement en grand danger. Ces gens ont trop à perdre pour vous laisser agir librement. Je sais, mais je ne peux pas faire comme si je n'avais rien vu. Mon père est mort pour ses preuves, Marcus. Je ne peux pas le laisser tomber. Alors nous devons être très prudents. Il faut d'abord vérifier l'authenticité de ces documents, puis élaborer une stratégie pour les révéler sans vous mettre en danger. » Alexandre passa une nuit blanche à étudier les dossiers. Plus il avançait dans sa lecture, plus il comprenait l'ampleur du système de corruption mis en place. Viktor Kozlov, l'oligarque russe mentionné par Camille, était effectivement au centre de tout. Grâce à ses connexions politiques et sa fortune colossale, il avait réussi à corrompre des pans entiers de l'économie française. Dubois Industries n'était qu'un pion dans son jeu. Certes un pion important en raison de la réputation irréprochable de l'entreprise, mais un pion néanmoins. Ce qui avait dû rendre Philippe Dubois fou de rage quand il avait découvert que le nom de sa famille était utilisé pour des activités criminelles. Au petit matin, Alexandre avait pris sa décision. Il ne pouvait pas laisser cette corruption continuer, même si cela devait lui coûter sa fortune ou sa vie. Mais il devait agir intelligemment, avec méthode, pour éviter le sort de son père. Il commença par identifier les personnes de confiance dans son entourage. Marcus, évidemment, mais aussi quelques cadres dirigeants qu'il connaissait depuis longtemps et qui n'apparaissaient nulle part dans les documents compromettants. À 7 heures du matin, il appela son avocat personnel, maître François Delacour, un homme intègre qui travaillait pour la famille depuis 20 ans.
François, j'ai besoin de vous voir immédiatement, et je veux dire vraiment immédiatement. C'est une question de vie ou de mort. » L'avocat, surpris par l'urgence de cet appel matinal, accepta de le recevoir dans son cabinet dans l'heure qui suivait. Alexandre se prépara rapidement, enferma la clé USB dans son coffre-fort personnel et partit pour le cabinet d'avocat du 2e arrondissement de Lyon. Dans la rue, il avait l'impression que chaque passant le regardait, que chaque voiture qui le suivait était suspecte. La paranoïa, se dit-il, mais une paranoïa justifiée compte tenu des circonstances. Maître de la cour l'accueillit dans son bureau feutré, manifestement inquiet de voir son client dans un état de stress aussi évident. Alexandre lui raconta tout. La rencontre avec Camille, les révélations sur la mort de son père, les preuves de corruption. L'avocat l'écouta sans l'interrompre, prenant des notes et posant de temps en temps une question de clarification. « Alexandre, ce que vous me décrivez est d'une gravité extrême, » dit finalement maître de la cour. « Si ces accusations sont fondées, nous parlons d'un des plus gros scandales financiers de ces dernières décennies. Mais avant toute chose, nous devons authentifier ces documents. Je connais des experts en criminalistique qui pourront nous dire s'ils sont fiables. Combien de temps cela prendra-t-il? Pour une analyse préliminaire, quelques jours. Pour une expertise complète qui pourrait être utilisée devant un tribunal, plusieurs semaines. » Alexandre secoua la tête. « Nous n'avons pas plusieurs semaines. Si Camille dit vrai, ils savent que je suis au courant et ils vont essayer de m'éliminer. Avant que je puisse agir, alors il faut prendre des précautions immédiates. D'abord, nous allons faire plusieurs copies de ces documents et les placer en sécurité dans différents endroits. Ensuite, nous rédigerons une lettre détaillée que j'enverrai à plusieurs autorités judiciaires en cas de problème avec votre personne. Vous voulez dire en cas de mort? Exactement. C'est morbide, mais c'est la meilleure protection que nous puissions vous offrir. » Ils passèrent le reste de la matinée à organiser la protection des preuves. Maître de la cour contacta 3 experts différents pour authentifier les documents, tandis qu'Alexandre fit appel à Marcus pour renforcer sa sécurité personnelle. « À partir de maintenant, » déclara le chef de la sécurité, « vous ne sortez plus sans escorte, et nous changeons tous vos itinéraires habituels. » Alexandre acquiesça, conscient que sa vie venait de basculer dans un monde de danger permanent. Vers midi, il retourna exceptionnellement au café, chez Madeleine, espérant y retrouver Camille. Mais la jeune femme avait disparu. Madeleine, surprise, lui expliqua qu'elle avait démissionné par téléphone le matin même, prétextant une urgence familiale. « C'est bizarre », avoua la patronne. Elle semblait pourtant bien s'adapter au travail, et elle n'a même pas récupéré son salaire de la veille. Alexandre commanda machinalement son café habituel, mais il avait l'esprit ailleurs. Camille avait manifestement quitté Lyon, probablement pour sa propre sécurité. Il se demandait s'il la reverrait un jour, et surtout s'il pourrait un jour la remercier pour avoir risqué sa vie pour lui révéler la vérité. Les jours suivants furent un enfer d'attente et d'angoisse. Alexandre continuait à diriger son entreprise, mais chaque réunion du conseil d'administration était devenue un exercice de dissimulation. Comment regarder Jean-Pierre Martineau dans les yeux en sachant qu'il était probablement impliqué dans la corruption? Comment faire confiance à Claude Verneuil alors que son nom apparaissait sur plusieurs documents compromettants? Alexandre développa une paranoïa constante, analysant chaque geste, chaque parole, cherchant des signes de trahison chez ses plus proches collaborateurs. Marcus avait organisé une surveillance discrète mais efficace. Garde du corps en civil, voiture banalisée, appartement sécurisé où Alexandre pouvait se réfugier en cas d'urgence. Mais malgré toutes ces précautions, le sentiment de danger ne le quittait. Jamais. Le 3e jour après sa rencontre avec Camille, les premiers résultats de l'expertise tombèrent. Maître de la cour l'appela sur sa ligne sécurisée. « Alexandre, les nouvelles sont à la fois bonnes et mauvaises. Les documents sont authentiques, aucun doute là-dessus. Mais leur contenu est encore plus grave que nous ne le pensions. » L'avocat lui donna rendez-vous dans un restaurant discret de la banlieue lyonnaise, loin des oreilles indiscrètes et des lieux habituels d'Alexandre. Ils se retrouvèrent dans une petite brasserie tenue par un couple de retraités, un endroit où personne ne viendrait chercher l'un des hommes les plus riches de France. Les experts ont identifié au moins 50 contrats frauduleux sur les 5 dernières années, expliqua maître de la cour en gardant la voix basse. Le préjudice pour l'État français se monte à plus de 2 milliards d'euros. Quant aux sommes détournées par le réseau de Kozlov, elles dépassent les 5 milliards. Alexandre sentit le sol se dérober sous ses pieds. 5 milliards? Mais comment est-ce possible?
Comment un tel système a-t-il pu fonctionner sans que personne ne s'en aperçoive? Parce qu'il était très sophistiqué et qu'il impliquait des gens très haut placés. Nous avons identifié au moins 3 ministres, une dizaine de hauts fonctionnaires et des dirigeants de 20 entreprises du CAC 40. Votre père était tombé sur la partie émergée de l'iceberg. François Delacour sortit discrètement une chemise de son attaché-case. J'ai préparé un dossier complet que nous devons remettre au procureur de la République. Mais Alexandre, vous devez comprendre que le faire équivaut à déclarer la guerre à des gens extrêmement puissants et dangereux. Alexandre regarda par la fenêtre du restaurant. Dans la rue, il aperçut une de ses voitures de sécurité garée discrètement. Marcus au volant. Sa nouvelle vie, faite de précautions constantes et de méfiance permanente. François, si nous ne faisons rien, combien d'autres personnes vont mourir? Combien d'autres Philippe Dubois vont être éliminés pour avoir voulu dire la vérité? Vous avez raison, bien sûr, mais nous devons être stratégiques. Si nous remettons ces preuves au mauvais procureur, elles pourraient disparaître mystérieusement. Ou pire, être utilisées contre nous. L'avocat avait manifestement bien réfléchi à la question. J'ai identifié 3 magistrats en qui nous pouvons avoir confiance. Des gens intègres, qui ne sont impliqués dans aucun scandale et qui ont les moyens d'agir rapidement. Combien de temps avant qu'ils puissent lancer une enquête officielle? Si tout va bien, 1 semaine. Mais Alexandre, une fois que nous aurons franchi cette ligne, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Vous serez officiellement l'ennemi public numéro 1 de Viktor Kozlov et de tous ses associés. Ce soir-là, Alexandre rentra dans son appartement sécurisé. Un petit 2 pièces anonyme dans le 3e arrondissement que Marcus avait loué sous un faux nom. Fini le luxe de son loft de Bellecour, fini les œuvres d'art et la vue sur la Saône. Désormais, sa vie se résumait à 4 murs blancs, des meubles Ikea et une télévision portable. Mais étrangement, cette simplicité forcée lui apportait une forme de paix intérieure. Il était redevenu Alex, l'homme ordinaire, mais cette fois par nécessité vitale plutôt que par plaisir. Il préparait un dîner frugal quand son téléphone sécurisé vibra. Un SMS d'un numéro inconnu. « Regardez TF1 dans 5 minutes. C'est Camille. » Elle était donc toujours en vie et continuait à le surveiller. Alexandre alluma sa télévision et tomba sur un flash spécial du journal de 20 heures. La présentatrice, visiblement troublée, annonçait « Nous apprenons à l'instant la mort de Jean-Baptiste Moreau, PDG de Technofrance, dans un accident de voiture sur l'autoroute A4. Selon les premiers éléments de l'enquête, sa BMW a percuté un camion vers 19h30, près de Reims. Monsieur Moreau se rendait à un conseil d'administration exceptionnel à Paris. Alexandre sentit ses jambes se dérober. Jean-Baptiste Moreau, l'homme qu'il avait vu sur les photographies de Camille, l'un des piliers du réseau, de corruption, venait de mourir dans les mêmes circonstances que son père. Ce ne pouvait pas être une coïncidence. Il appela immédiatement Marcus. « Tu as vu les infos ?»« Oui, patron. Et j'ai déjà contacté mes sources dans la gendarmerie. Officiellement, c'est un accident. Officieusement, il y a des détails troublants. Quel genre de détails? Moreau conduisait une BMW série 7 blindée, un modèle réputé pour sa sécurité. Et il était accompagné de son chauffeur garde du corps, un ancien du GIGN. Pour que ces deux-là perdent le contrôle de leur véhicule, il faut vraiment que quelque chose d'extraordinaire se soit produit. Alexandre réfléchit rapidement. Marcus, je pense que Kozlov est en train de faire le ménage. Il élimine tous ceux qui pourraient témoigner contre lui. C'est aussi mon hypothèse, ce qui signifie que vous êtes plus en danger que jamais. Le lendemain matin, Alexandre eut la confirmation de ses craintes. Maître Delacour l'appela très tôt, la voix blanche d'émotion. « Alexandre, nous avons un problème. Le juge Martineau, celui que j'avais contacté pour l'enquête, a été retrouvé mort chez lui cette nuit. Suicide apparent selon la police. » Suicide? Alexandre n'y croyait pas une seconde. Il s'est prétendument tiré une balle dans la tête avec son arme de service. Mais François, je l'ai rencontré il y a 3 jours. Il était déterminé, optimiste. Il parlait de cette affaire comme du dossier de sa carrière. Ce n'était pas un homme suicidaire. Alexandre s'assit lourdement sur son canapé. 3 morts en 48 heures. Moreau, le juge Martineau, et selon les informations que Marcus avait glanées, un expert comptable de Nancy qui travaillait sur des dossiers similaires avait également eu un accident de vélo la veille. Le réseau de Kozlov était en train d'éliminer méthodiquement tous les témoins potentiels. François, nous devons accélérer le processus. Si nous attendons encore, il ne restera plus personne pour témoigner.
Je suis d'accord. J'ai pris contact avec le procureur Beaumont, à Paris. C'est un magistrat courageux, spécialisé dans la criminalité financière internationale. Il accepte de nous recevoir cet après-midi. Alexandre passa la matinée à préparer sa défense. Si le procureur Beaumont acceptait d'ouvrir une enquête, il deviendrait automatiquement la cible prioritaire du réseau. Il fallait donc qu'il organise sa protection et celle de ses proches avant qu'il ne soit trop tard. Il contacta sa sœur cadette, Marie, qui vivait paisiblement à Marseille avec son mari et ses 2 enfants. « Marie, je ne peux pas t'expliquer pourquoi, mais tu dois quitter Marseille immédiatement. Prends les enfants, va chez tante Elisabeth en Suisse et reste y jusqu'à ce que je te dise que c'est sûr. » Sa sœur, surprise par cette demande inhabituelle, protesta. « Mais Alexandre, qu'est-ce qui se passe? Tu me fais peur. Je ne peux rien te dire pour l'instant, mais fais-moi confiance. Ta vie et celle de tes enfants en dépendent, peut-être. » Finalement, Marie accepta de partir le jour même, emmenant sa famille pour des vacances improvisées en Suisse. Alexandre organisa également la protection de quelques autres personnes qui lui étaient chères. Sa secrétaire personnelle, son médecin de famille, même Madeleine Ducafé. Il ne pouvait pas prendre le risque que Kozlov s'en prenne à eux pour faire pression sur lui. À 15 heures, Alexandre et maître de la cour se présentèrent au palais de justice de Paris. Le procureur Beaumont était un homme de 55 ans, aux cheveux gris et au regard perçant. Il les reçut dans son bureau austère, manifestement intrigué par l'urgence de cette rencontre. « Maître de la cour m'a dit que vous aviez des révélations importantes concernant un réseau de corruption internationale, dit-il sans préambule. J'espère que ce n'est pas encore une histoire de règlement de compte entre entreprises. » Alexandre lui présenta méthodiquement les preuves rassemblées par son père et complétées par Camille, les documents comptables, les enregistrements audio, les photographies compromettantes. Au fur et à mesure de sa présentation, il vit le visage du procureur se durcir. « Monsieur Dubois, si ces documents sont authentiques, nous parlons d'un des plus gros scandales de corruption de l'histoire française. » « Ils sont authentiques, monsieur le procureur. 3 experts indépendants l'ont confirmé. » Beaumont étudia attentivement plusieurs pièces du dossier, posant des questions précises sur l'origine des documents et les méthodes d'authentification. Au bout d'une heure d'examen, il leva les yeux et regarda Alexandre droit dans les yeux. « Monsieur Dubois, êtes-vous conscient des risques que vous prenez en me remettant ces preuves ? » « Parfaitement conscient. Mon père a été assassiné pour les avoir rassemblés. Plusieurs témoins potentiels sont morts dans des circonstances suspectes ces derniers jours. Mais je ne peux pas laisser ce système de corruption continuer. » Le procureur hocha la tête gravement. « Très bien. J'ouvre une enquête préliminaire immédiatement. Mais monsieur Dubois, à partir de maintenant, vous êtes officiellement un témoin protégé. Cela signifie que vous devez accepter une protection policière rapprochée et que vous ne pouvez plus prendre aucune initiative sans nous en informer. J'accepte ces conditions. Parfait. Dans ce cas, nous allons commencer par placer Victor Kozlov et ses principaux associés sous surveillance, et nous allons geler tous les comptes bancaires identifiés dans votre dossier. » Alexandre sentit un mélange de soulagement et d'appréhension. Enfin, la machine judiciaire se mettait en marche. Mais il savait aussi que les jours à venir seraient les plus dangereux de sa vie. Le soir même, Alexandre fut installé dans un appartement sécurisé de la police judiciaire dans le 13e arrondissement de Paris. 2 inspecteurs montèrent la garde en permanence et ses communications étaient surveillées. C'était la liberté sous contrainte, mais c'était le prix à payer pour rester en vie. Marcus avait été autorisé à le voir 1 fois par jour pour faire le point sur la sécurité et les affaires courantes de Dubois Industries. « Comment réagit le conseil d'administration à votre absence ?» demanda le chef de la sécurité lors de sa première visite. « Officiellement, je suis en mission confidentielle à l'étranger. Martineau et Verneuil posent quelques questions, mais ils n'osent pas insister. » Alexandre avait effectivement prétexté un voyage d'affaires secret en Asie pour expliquer son absence subite. Et du côté de l'enquête, le procureur Beaumont fait du bon travail. Il a déjà identifié une 20aine de comptes bancaires suspects et obtenu des mandats d'arrêt contre plusieurs complices de Kozlov. Mais l'oligarque lui-même reste introuvable. Marcus fronça les sourcils. Introuvable comment ? Il a quitté la France le jour de notre rencontre avec le procureur. Son jet privé a décollé de Nice vers une destination inconnue, probablement la Russie, où il sera à l'abri des poursuites européennes. 3 jours s'écoulèrent dans cette routine de protection policière. Alexandre passait ses journées à étudier de nouveaux documents que les enquêteurs lui soumettaient, à identifier des complices potentiels, à reconstituer le puzzle complexe du réseau de corruption.
Le soir, il regardait les informations et constatait avec satisfaction que l'affaire commençait à faire du bruit dans les médias. Plusieurs arrestations avaient eu lieu. Des perquisitions étaient en cours dans de grandes entreprises françaises. La justice faisait enfin son travail. Le 4e jour, Alexandre eut droit à une visite inattendue. Un des inspecteurs vint le trouver dans son salon-prison. « Monsieur Dubois, il y a une jeune femme qui souhaite vous voir. Elle dit s'appeler Camille Moreau et prétend avoir des informations importantes pour l'enquête. » Le cœur d'Alexandre s'emballa. Camille était donc revenue. Il la fit immédiatement introduire sous la surveillance discrète mais constante des policiers. Elle était différente de leur précédente rencontre. Cheveux teints en blond, lunettes, vêtements plus élégants. Un nouveau déguisement, manifestement. « Alexandre, dit-elle simplement en s'asseyant face à lui, vous avez pris la bonne décision. L'enquête avance bien. Grâce à vous, Camille. Sans votre courage, rien de tout cela n'aurait été possible. » Elle secoua la tête. « Le courage, c'est vous qui l'avez eu, en acceptant de révéler la vérité malgré les risques. Moi, je ne faisais que mon travail de journaliste. Vous avez risqué votre vie pour m'apporter ces preuves. Et d'ailleurs, comment allez-vous? Où étiez-vous ces derniers jours? En sécurité, ne vous inquiétez pas. J'ai mes méthodes pour rester invisible. » Elle ouvrit son sac et en sortit une nouvelle enveloppe. « Mais je ne suis pas venu pour parler de moi. J'ai découvert quelque chose d'important. Kozlov n'a pas fui en Russie comme le pensent les enquêteurs. Il est toujours en Europe et il prépare quelque chose. » Alexandre sentit son sang se glacer. « Quoi donc? » « Une opération de grande envergure pour éliminer tous les témoins restants. Vous en premier lieu, mais aussi le procureur Beaumont, plusieurs enquêteurs et même moi. » Elle lui tendit l'enveloppe. « J'ai intercepté ces communications il y a 12 heures. Kozlov a engagé une équipe de mercenaires spécialisés dans les assassinats politiques. Ils sont déjà en France. » Alexandre parcourut rapidement les documents. Des échanges cryptés entre Kozlov et des intermédiaires, des transferts financiers vers des comptes offshore, des plans détaillés des lieux où se trouvaient les témoins protégés. Son propre appartement sécurisé y figurait, avec des schémas précis des entrées et des systèmes de surveillance. « Mon Dieu » murmura-t-il. « Comment ont-ils obtenu ces informations? Kozlov a des complicités partout, Alexandre. Dans la police, dans la justice, même dans les services de protection des témoins. C'est comme ça qu'il a survécu si longtemps dans ce milieu. » Camille se pencha vers lui, parlant à voix basse pour que les policiers ne l'entendent pas. « Nous devons partir d'ici immédiatement. Dans moins de 6 heures, cet endroit va être attaqué. Mais nous sommes sous protection policière. Il y a des gardes, des systèmes d'alarme. Alexandre, ces mercenaires ont déjà éliminé des dictateurs africains protégés par des régiments entiers. 2 inspecteurs parisiens ne feront pas le poids. » Elle avait raison, il le savait. Mais comment convaincre les policiers de les laisser partir sans preuves tangibles? Et surtout, où aller pour échapper à des tueurs professionnels disposant d'informations privilégiées? « J'ai un plan, » dit Camille, comme si elle lisait dans ses pensées. « Mais il faut que vous me fassiez entièrement confiance. Je vous écoute. Nous allons simuler votre mort. C'est le seul moyen de faire croire à Kozlov qu'il a gagné et de vous permettre de continuer à témoigner en sécurité. » Alexandre la regarda, incrédule. « Simuler ma mort. Mais comment? J'ai des contacts dans les services secrets français. Des gens qui me doivent des faveurs pour les informations que je leur ai fournies par le passé. Ils peuvent organiser un faux attentat avec de fausses victimes et de faux témoins. Kozlov y croira et pendant ce temps, vous pourrez témoigner depuis un lieu sûr. » C'était un plan audacieux, mais Alexandre commençait à comprendre que dans ce monde de corruption et de violence, seules les solutions extrêmes étaient efficaces. Et après, je reste mort pour le reste de ma vie? Non. Une fois que Kozlov et ses complices seront arrêtés, nous révélerons la vérité. Vous pourrez reprendre votre identité et votre vie normale. Camille consulta sa montre. Mais nous n'avons plus beaucoup de temps. L'attaque est prévue pour minuit. Il faut prendre une décision maintenant. Alexandre réfléchit rapidement. Il pouvait faire confiance à la protection policière et espérer que les mercenaires de Kozlov ne réussiraient pas leur mission. Ou il pouvait suivre Camille dans son plan fou et disparaître symboliquement pour mieux réapparaître plus tard. La première option était plus rassurante, mais aussi plus risquée. La seconde était terrifiante, mais offrait peut-être de meilleures chances de survie. « D'accord, dit-il finalement. Je vous fais confiance. Mais comment expliquer notre départ aux policiers? Laissez-moi faire. J'ai l'habitude de ce genre de situation. » Camille se leva et se dirigea vers la porte. Alexandre l'entendit discuter à voix basse avec l'inspecteur de garde, mentionnant des informations urgentes à vérifier sur le terrain
et un nouveau témoin à interroger. Au bout de quelques minutes, elle revint avec un sourire de satisfaction. « C'est réglé. Nous avons 2 heures pour organiser votre disparition. » Ils quittèrent l'appartement sécurisé dans une voiture banalisée, officiellement pour aller interroger un témoin dans la banlieue parisienne. Mais au lieu de se rendre au commissariat, Camille dirigea la voiture vers un entrepôt désaffecté de la zone industrielle de Saint-Denis. L'entrepôt était un labyrinthe de couloirs sombres et de pièces abandonnées qui sentaient l'humidité et la rouille. Camille le guida à travers ce dédale avec l'assurance de quelqu'un qui connaissait parfaitement les lieux. Mes contacts utilisent cet endroit comme base opérationnelle pour leur mission secrète, expliqua-t-elle en ouvrant une porte blindée dissimulée derrière une pile de cartons. Officiellement, cet entrepôt appartient à une société de logistique en faillite. Officieusement, c'est un des centres névralgiques des services secrets français. Ils pénétrèrent dans une pièce qui contrastait violemment avec l'aspect délabré du reste du bâtiment. Écran d'ordinateur, matériel de communication sophistiqué, cartes murales couvertes d'épingles et de fils colorés. 3 hommes les attendaient, habillés en civil, mais avec cette allure militaire caractéristique des anciens forces spéciales. « Alexandre, je vous présente le colonel Marchetti, responsable des opérations spéciales, » dit Camille en désignant un homme de 45 ans au regard d'acier. « C'est lui qui va organiser votre nouvelle mort. » Le colonel Marchetti serra la main d'Alexandre avec une poigne ferme. « Monsieur Dubois, Camille m'a expliqué la situation. Nous n'avons que quelques heures pour tout mettre en place, alors nous allons faire vite. » Il se dirigea vers une table couverte de documents et de photographies. « Voici le plan. À 23h30, votre appartement sécurisé va exploser. Officiellement, ce sera un attentat au gaz orchestré par les hommes de Kozlov. Les 2 policiers de garde seront évacués discrètement 10 minutes. Avant l'explosion, sous prétexte d'une fausse alerte. Vous serez censé dormir dans votre chambre au moment de l'explosion. » Alexandre étudia les schémas techniques étalés devant lui. « Et les restes? Les enquêteurs vont bien chercher un corps. »« Nous avons prévu ça aussi, » intervint un des assistants du colonel, un homme trapu au crâne rasé. « Nous utiliserons des restes anatomiques provenant de la faculté de médecine, suffisamment abîmés par l'explosion pour être difficiles à identifier, mais avec assez d'éléments pour que l'analyse ADN confirme votre identité. Comment est-ce possible? Nous avons récupéré discrètement des échantillons lors de votre dernière visite médicale chez votre médecin de famille. Quelques cheveux, un peu de salive sur un verre, c'est suffisant pour contaminer les restes et tromper les analyses. » Alexandre était impressionné par le professionnalisme de l'opération, mais aussi troublé par les implications. « Cela signifie que vous me surveillez depuis longtemps. » Le colonel Marchetti eut un sourire énigmatique. « Monsieur Dubois, quand on dirige une entreprise de 15 milliards d'euros dans des secteurs stratégiques, on est forcément sur nos radars. Mais rassurez-vous, nous ne vous surveillons que pour protéger les intérêts nationaux, pas pour vous nuire. » Camille intervint pour calmer les inquiétudes d'Alexandre. « Ces hommes sont de notre côté, Alexandre. Sans eux, nous n'aurions jamais pu rassembler toutes les preuves contre Kozlov. Ils travaillent dans l'ombre pour protéger la France contre les tentatives de corruption étrangère. Et après l'explosion, où vais-je me cacher? Nous avons préparé une identité complète pour vous, » répondit Marchetti en lui tendant un passeport. « Pierre Martin, consultant en informatique né à Marseille. Nous avons créé tout un historique, état civil, diplôme, référence professionnelle. Vous pourrez vivre normalement sous cette identité le temps que l'enquête se termine. » Alexandre examina le passeport. La photo était la sienne, mais légèrement retouchée. Barbe naissante, lunettes, cheveux plus courts. Il était troublant de voir à quel point cette nouvelle identité lui donnait l'air différent. Où vais-je vivre? Dans un premier temps, dans une maison sécurisée en Provence. Un endroit isolé mais confortable où vous pourrez témoigner par vidéoconférence sécurisée pour l'enquête. Plus tard, quand Kozlov sera arrêté, vous pourrez choisir l'endroit qui vous convient. Camille s'approcha de lui. « Alexandre, je sais que c'est difficile à accepter, mais c'est vraiment le seul moyen de vous protéger et de permettre à la justice de faire son travail. » Il la regarda dans les yeux et il eut une sincérité qui acheva de le convaincre. « Très bien, faisons-le. » Les heures suivantes furent un tourbillon d'activités. Alexandre dut apprendre les détails de sa nouvelle identité, mémoriser l'histoire de Pierre Martin, s'habituer à porter des lunettes et à répondre à un nouveau prénom. En parallèle, les hommes de Marchetti préparaient minutieusement l'explosion. Calcul de puissance, placement des charges, synchronisation avec l'évacuation des policiers.
À 23h15, tout était prêt. Alexandre, désormais Pierre Martin selon ses nouveaux papiers, monta dans une voiture aux vitres teintées avec Camille et un agent des services secrets. Dans 15 minutes, Alexandre Dubois sera officiellement mort, dit Camille en lui serrant la main. Et une nouvelle vie commencera pour Pierre. Martin. Ils s'éloignèrent rapidement du quartier où se trouvait l'appartement sécurisé. À 23h30 précise, Alexandre vit dans le rétroviseur une lueur orange illuminer le ciel parisien. L'explosion avait eu lieu. Quelque part dans Paris, Alexandre Dubois venait de mourir dans un attentat terroriste. Les médias ne tardèrent pas à relayer l'information. Dès minuit, les chaînes d'information continues annonçaient la mort du milliardaire français dans un attentat orchestré par des forces criminelles internationales. Les réactions politiques affluaient. Les bourses asiatiques chutaient déjà, anticipant l'impact sur Dubois Industries. Alexandre regardait ces informations avec un mélange de fascination et d'effroi. Voir sa propre mort annoncée à la télévision était une expérience surréaliste qu'il n'était pas prêt d'oublier. Le procureur Beaumont apparut rapidement devant les caméras pour confirmer que cette mort était liée à l'enquête en cours sur le réseau de corruption internationale. Il promettait que justice serait rendue et que les responsables seraient poursuivis jusqu'au bout du monde. « Parfait », commenta Camille. « Beaumont joue parfaitement son rôle. Kozlov va croire qu'il a gagné et baisser sa garde. » Le voyage vers la Provence se déroula de nuit, par des routes secondaires et des chemins détournés. Alexandre découvrit sa nouvelle maison au lever du soleil. Une bastide isolée au milieu d'un domaine de lavande, entourée de collines et protégée par un système de sécurité invisible mais efficace. L'endroit était d'une beauté à couper le souffle, et Alexandre comprit qu'il aurait pu tomber dans des cachettes bien pires. « Vous ne serez pas complètement seul », expliqua l'agent qui les accompagnait. « 2 de nos hommes montent la garde en permanence, mais discrètement. Et vous avez une ligne de communication directe avec nous en cas de problème. » Camille l'aida à s'installer dans cette nouvelle vie. Elle resta 3 jours avec lui, le temps qu'il s'habitue à sa nouvelle identité et à ses nouvelles habitudes. Ils passèrent de longues heures à discuter et Alexandre découvrit enfin la vraie personnalité de cette femme énigmatique qui avait bouleversé sa vie. Camille Bertrand était effectivement journaliste d'investigation, spécialisée dans les affaires de corruption internationale. Elle avait travaillé sur des dossiers en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, dénonçant inlassablement les réseaux de pouvoir occultes qui gangrénaient la politique et l'économie mondiale. « Pourquoi avoir choisi ce métier ?» lui demanda Alexandre un soir, alors qu'il dînait sur la terrasse de la Bastide face au coucher de soleil. « Mon père était magistrat », répondit-elle simplement. « Il enquêtait sur une affaire de corruption dans le secteur pharmaceutique quand j'avais 15 ans. Il a été tué dans un soi-disant accident de voiture, exactement comme votre père. J'ai juré ce jour-là que je passerais ma vie à dénoncer ce genre de crime. Je suis désolé, dit Alexandre, touché par cette révélation. C'est le passé, mais cela explique pourquoi j'ai immédiatement compris ce qui était arrivé à Philippe Dubois quand j'ai commencé à enquêter sur le réseau de Kozlov. Les méthodes étaient exactement les mêmes. » Ils restèrent silencieux quelques instants, regardant les étoiles apparaître dans le ciel provençal. Alexandre se sentait étrangement en paix, malgré les circonstances dramatiques qu'il avait menées ici. Pour la première fois, depuis des mois, il n'était plus Alexandre Dubois, l'homme d'affaires perpétuellement sous pression. Il n'était plus non plus Alex, le consultant qui se cachait pour échapper à sa condition. Il était Pierre Martin, un homme libre de toute attache, de toute responsabilité, de tout danger immédiat. « Camille, que va-t-il se passer maintenant ?»« Maintenant, nous attendons. L'enquête suit son cours, Kozlov se croit en sécurité et les preuves s'accumulent contre lui. Dans quelques semaines, quand le procureur aura rassemblé suffisamment d'éléments, nous révélerons que vous êtes vivant et vous témoignerez publiquement. Et si Kozlov découvre que ma mort était une mise en scène, il ne le découvrira pas. Nos fausses preuves sont parfaites et même ces espions dans la police croient à votre mort. D'ailleurs, regardez, elle alluma son ordinateur portable et lui montra plusieurs sites d'information internationale. L'histoire de la mort d'Alexandre Dubois faisait les gros titres partout. Dans le monde, les actions de Dubois Industries s'effondraient, provoquant une crise sur les marchés européens. Plusieurs gouvernements promettaient de renforcer la protection des témoins dans les affaires de corruption. Kozlov doit être ravi, commenta ironiquement Alexandre.
Il a éliminé son principal accusateur et déclenché une crise financière qui va lui permettre de racheter des entreprises à bas prix. Exactement. C'est pour cela qu'il va baisser sa garde et commettre des erreurs. Les hommes comme lui ne résistent jamais à la tentation de profiter d'une situation qu'ils croient avoir créée. Les jours suivants, Alexandre s'habitua progressivement à sa nouvelle vie. Il se levait tard, lisait, se promenait dans la campagne provençale, cuisinait des plats simples. Une existence de retraité anticipé qui contrastait violemment avec le rythme effréné de sa vie d'avant. Paradoxalement, cette forte simplicité lui apportait une sérénité qu'il n'avait jamais connue. Il restait en contact quotidien avec le procureur Beaumont via des communications sécurisées. L'enquête progressait bien. Plusieurs complices de Kozlov avaient été arrêtés, des comptes bancaires gelés, des sociétés écrans démantelées. Mais l'oligarque russe restait insaisissable, probablement réfugié dans un pays où l'extradition était impossible. « Il faut le faire sortir de sa tanière », expliqua Beaumont lors d'une de leurs vidéoconférences. « Tant qu'il reste caché, nous ne pouvons pas l'arrêter. Et sans lui, le réseau peut se reconstituer. Comment compte-t-on s'y prendre ? Nous allons utiliser un appât qu'il ne pourra pas refuser, l'argent. Mes enquêteurs ont identifié un contrat de plusieurs milliards d'euros que Kozlov convoite depuis longtemps. Nous allons faire en sorte qu'il croit pouvoir le décrocher, mais pour cela, il devra venir en personne en France. » Le plan était audacieux. Il s'agissait de faire croire à Kozlov qu'un consortium international était sur le point d'attribuer un contrat de construction de centrales solaires en Afrique du Nord, un marché de 5 milliards d'euros. Les organisateurs du consortium exigeraient une rencontre en personne avec tous les candidats potentiels, prétextant la confidentialité du projet. Kozlov, appâté par cette opportunité colossale et rassuré par la mort supposée d'Alexandre, prendrait le risque de venir en France. Le rendez-vous aura lieu dans un hôtel de luxe à Cannes, précisa Beaumont. Officiellement, c'est un colloque international sur les énergies renouvelables. En réalité, ce sera un piège minutieusement préparé. Alexandre suivait avec passion les préparatifs de cette opération. Il avait l'impression de participer à un film d'espionnage, sauf que les enjeux étaient bien réels et que l'issue déterminerait la justice ou l'impunité pour les assassins de son père. Camille, qui faisait la liaison entre les différents services impliqués dans l'opération, lui rendait compte régulièrement des progrès. « Kozlov a mordu à l'hameçon », annonça-t-elle un matin en arrivant à la Bastide. Ses représentants ont confirmé sa présence au colloque de Cannes. Il sera là dans une semaine. Alexandre sentit son cœur s'accélérer. Dans une semaine, l'homme qui avait fait tuer son père serait enfin à portée de la justice française. Quel est mon rôle dans cette opération? Pour l'instant, aucun. Vous restez ici en sécurité pendant que nous procédons à l'arrestation. Ce n'est qu'après, quand Kozlov sera sous les verrous, que vous réapparaîtrez officiellement pour témoigner. J'aimerais être là quand il sera arrêté. C'est trop dangereux, Alexandre. Kozlov ne viendra pas seul, et ces hommes sont des professionnels. Si quelque chose tourne mal, je comprends. Mais promettez-moi que vous m'appellerez dès que ce sera fini. Promis. Les derniers jours avant l'opération passèrent avec une lenteur insupportable. Alexandre tournait en rond dans sa Bastide, incapable de se concentrer sur quoi que ce soit. Il regardait obsessionnellement les informations, guettant le moindre indice sur les préparatifs du colloque de Cannes. Officiellement, tout se déroulait normalement, les participants arrivaient, les médias couvraient l'événement, les discussions sur les énergies renouvelables commençaient. Officieusement, Alexandre savait que des dizaines de policiers et d'agents secrets se mettaient en position autour de l'hôtel Martinez où devait avoir lieu la rencontre fatidique. Le jour J arriva enfin. Alexandre passa la matinée à faire les 100 pas dans sa maison, son téléphone à la main, attendant l'appel de Camille. À 14 heures, son téléphone vibra enfin. « Alexandre, c'est fait. Kozlov est arrêté. » Il poussa un cri de joie et de soulagement. Comment cela s'est-il passé? Parfaitement. Il est arrivé ce matin à l'hôtel avec 4 gardes du corps. Ils ont été interpellés dans le hall au moment où ils se dirigeaient vers la salle de conférence. Kozlov a d'abord cru à une erreur, puis à un coup monté par ses concurrents. Il ne comprend toujours pas comment nous avons pu remonter jusqu'à lui. Et ces hommes? Ils n'ont pas résisté. Ils ont tenté de sortir leurs armes, mais nos équipes étaient prêtes. 2 blessés légers côté garde du corps, aucune victime dans nos rangs. Une opération parfaitement maîtrisée. Alexandre s'assit lourdement dans un fauteuil, submergé par l'émotion. Après des mois d'angoisse, de danger permanent, de vie clandestine,
Le cauchemar était enfin terminé. L'assassin de son père était sous les verrous, le réseau de corruption démantelé, la justice allait pouvoir faire son travail. Quand est-ce que je peux redevenir Alexandre Dubois? Le procureur Beaumont veut vous voir dès demain. Officiellement, vous allez réapparaître miraculeusement. On dira que vous étiez dans le coma suite à l'attentat et que vous avez été soigné dans un hôpital secret pour votre sécurité. Un peu gros comme histoire, mais les médias y croiront. Et mon entreprise? Marcus s'en est très bien occupé en votre absence. Il a réussi à stabiliser les cours de bourse en laissant entendre que votre succession était assurée. Dubois Industries a perdu de la valeur, mais rien d'irrémédiable. Le lendemain, Alexandre quitta définitivement sa Bastide provençale. Pierre Martin disparaissait pour toujours, emportant avec lui le souvenir de ces semaines étranges où Alexandre avait goûté à une forme de liberté qu'il n'avait jamais connue. Le voyage de retour vers Paris se fit en hélicoptère, escorté par les forces de sécurité. Alexandre regardait défiler le paysage français par le hublot, pensant à tout ce qui avait changé dans sa vie depuis cette matinée de novembre où une serveuse inconnue lui avait glissé un mystérieux message. À l'hôpital militaire où il était officiellement soigné, une meute de journalistes l'attendait. Le procureur Beaumont avait organisé une conférence de presse pour annoncer simultanément la réapparition miraculeuse d'Alexandre Dubois et l'arrestation de Victor Kozlov. « Mesdames et messieurs, déclara le magistrat devant les caméras, j'ai l'honneur de vous annoncer que M. Alexandre Dubois, que nous croyions mort dans l'attentat du mois dernier, est vivant et en bonne santé. » La nouvelle fit l'effet d'une bombe dans les médias internationaux. Les cours de bourse s'emballèrent, les réseaux sociaux s'enflammèrent, les théories du complot proliférèrent. Alexandre dut expliquer sa version officielle des faits, le coma provoqué par l'explosion, l'hospitalisation secrète pour des raisons de sécurité, sa lente récupération. Il omit évidemment de mentionner la mise en scène orchestrée par les services secrets, se contentant de dire qu'il avait été protégé par les autorités pendant l'enquête. Les questions des journalistes fusaient. « Comment vous sentez-vous, monsieur Dubois? Que pensez-vous de l'arrestation de Victor Kozlov? Allez-vous reprendre immédiatement la direction de votre entreprise ?» Alexandre répondait calmement, soulagé de pouvoir enfin dire une partie de la vérité. Oui, il était heureux d'être vivant. Oui, il était satisfait que justice soit enfin rendue. Oui, il allait reprendre ses fonctions chez Dubois Industries, mais en restructurant complètement l'entreprise pour éviter qu'un tel scandale ne se reproduise. Après la conférence de presse, Alexandre eut droit à un moment d'intimité avec Camille. Ils se retrouvèrent dans un petit salon de l'hôpital, loin des caméras et des micros. « Alors, comment se sent-on quand on ressuscite ?» demanda-t-elle avec un sourire amusé. « Étrange, avoua Alexandre. J'ai l'impression d'être devenu quelqu'un d'autre pendant ces semaines. Pierre Martin m'a appris des choses sur moi-même qu'Alexandre Dubois n'aurait jamais découvertes. Comme quoi? Comme le fait que je peux être heureux avec très peu de choses, que la richesse et le pouvoir ne sont pas forcément source de bonheur, que la simplicité a ses charmes. » Camille hocha la tête. « Vous avez eu de la chance de pouvoir expérimenter une autre vie, même dans ces circonstances dramatiques. Peu de gens ont cette opportunité. Et vous, Camille, que comptez-vous faire maintenant que cette affaire est terminée? Reprendre mon travail de journaliste, officiellement cette fois. Le Monde m'a proposé de revenir et j'ai d'autres enquêtes en cours. Le Monde ne manque pas de Victor Kozlov. Nous allons nous revoir? J'espère bien, vous me devez un dîner dans un vrai restaurant, pas sur la terrasse d'une Bastide en pleine clandestinité. » Alexandre sourit. « C'est promis. Mais cette fois, ce sera Alexandre Dubois qui vous invitera, pas Pierre Martin. » Les semaines suivantes furent consacrées à la reconstruction. Alexandre reprit progressivement les rênes de Dubois Industries, s'attachant à nettoyer l'entreprise de toute trace de corruption. Il licencia plusieurs dirigeants compromis, restructura le conseil d'administration, renforça les contrôles internes. L'entreprise perdit une partie de sa valeur, mais gagna en transparence et en crédibilité. Le procès de Victor Kozlov et de ses complices commença 3 mois plus tard. Alexandre témoigna longuement, racontant comment son père avait découvert le réseau de corruption et payé cette découverte de sa vie. L'oligarque russe, face aux preuves accablantes, ne put que reconnaître une partie de ses crimes. Il fut condamné à 20 ans de prison ferme, une sentence qui fit jurisprudence dans la lutte contre la corruption internationale. Alexandre avait également repris ses escapades matinales au café chez Madeleine. Mais cette fois, il y venait ouvertement,
en Alexandre Dubois assumé. Madeleine, qui avait appris la vérité sur l'identité de son client régulier, l'accueillait désormais avec un mélange de fierté et d'amusement. Alors, monsieur le milliardaire, toujours un café allongé et un croissant? Certaines habitudes ne changent pas, Madeleine. Et puis, c'est ici que tout a commencé. Un matin, 6 mois après sa résurrection officielle, Alexandre vit entrer dans le café une silhouette familière. Camille, qui venait d'achever une nouvelle enquête sur un scandale de corruption en Italie, était de passage à Lyon. « Vous permettez que je partage votre table, monsieur Dubois ?» demanda-t-elle avec un sourire espiègle. « Bien sûr, mademoiselle Bertrand. Mais attention, on va dire que le grand Alexandre Dubois fréquente les journalistes d'investigation. Ce serait terrible pour votre réputation, » répliqua-t-elle en s'asseyant face à lui. Ils commandèrent leur consommation habituelle et parlèrent de tout et de rien. De l'actualité, des projets d'Alexandre pour son entreprise, des nouvelles enquêtes de Camille. Une conversation de 2 amis qui avaient partagé une aventure extraordinaire et en gardaient une complicité particulière. « Alexandre, j'ai une confession à vous faire, » dit soudain Camille. « Laquelle ? Le jour où je vous ai abordé pour la première fois dans ce café, ce n'était pas un hasard. Je vous surveillais depuis plusieurs jours, étudiant vos habitudes, cherchant le bon moment pour vous approcher. » Alexandre éclata de rire. « Je m'en doutais un peu. Une jeune femme aussi observatrice que vous ne pouvait pas découvrir mon identité secrète par pure coïncidence. Vous n'êtes pas fâché ? Comment pourrais-je être fâché contre la personne qui m'a permis de venger mon père et de sauver mon entreprise ?» Ils se séparèrent 1 heure plus tard, avec la promesse de se revoir bientôt. Alexandre regarda Camille s'éloigner dans la rue, pensant à tous les changements que cette femme avait apportés dans sa vie. Grâce à elle, il avait découvert la vérité sur la mort de son père, démantelé un réseau de corruption, et surtout, appris à être quelqu'un d'autre que l'héritier d'un empire industriel. Il retourna chez lui, dans son loft de Bellecour, qu'il avait retrouvé intact. Mais quelque chose avait changé dans sa perception de ce luxe. Les œuvres d'art, les meubles de designer, la vue panoramique, tout cela lui semblait moins important qu'avant. Il avait gardé de sa période Pierre Martin le goût de la simplicité et de l'authenticité. Le soir, en regardant les lumières de Lyon scintiller sur la Saône, Alexandre repensa à cette phrase que lui avait dite Camille dans la Bastide provençale. « Vous avez eu de la chance de pouvoir expérimenter une autre vie. » Elle avait raison. Combien de milliardaires avaient la chance de découvrir qui ils étaient vraiment quand on leur retirait leur fortune et leur statut social? Combien pouvaient mesurer la différence entre ce qu'ils possédaient et ce qu'ils étaient? Alexandre Dubois était redevenu l'homme le plus riche de France, mais il était aussi devenu Pierre Martin pour l'éternité. Et cette dualité, cette capacité à naviguer entre 2 mondes, était peut-être le plus beau cadeau que lui avait fait cette aventure extraordinaire, qui avait commencé par un simple message glissé sous une soucoupe de café. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire? Cette aventure d'Alexandre vous a-t-elle captivé? N'hésitez pas à laisser un j'aime si vous avez apprécié et à me dire en commentaire quelle partie vous a le plus marqué.